Bonsoir à tous. Je vais prendre un autre aspect de cette réalité. C'est un aspect vécu de l'intérieur des hôpitaux durant une quarantaine d'années. Comme on l'a dit tout à l'heure, je suis depuis la fin du mois de janvier un jeune retraité de 66 ans. Et c'était l'occasion de revenir un petit peu sur l'expérience de ces 40 ans. Tout d'abord, je reviens sur la présentation du professeur Donzé. Sa première partie du livre dont il nous a parlé, qui est très intéressant dans son évolution, mais surtout, il a écrit un autre livre qui s'appelle « Bâtir, gérer et soigner », livre que nous avons reçu en tant que médecin-chef des services aux hôpitaux universitaires de Genève, il y a maintenant, je crois, une dizaine d'années à peu près, c'est ça? On nous l'avait offert. Et ce livre, qui peut être très intéressant, décrit, si je me trompe, si je me rappelle bien, parce que ce que je relis, hôpital par hôpital, comment il a évolué. Et pour moi, qui suis quelqu'un qui est grandi au Hugues, puis qui suis allé à Fribourg, puis qui suis venu ici, pour comprendre ce qui se passait dans les différents hôpitaux, ces livres sont très intéressants. Et j'en viens à mon parcours professionnel qui, lui, n'est pas bâtir, gérer, soigner, mais qui est dans une autre logique. Soigner, gérer, bâtir, ce qui correspond à mon parcours professionnel. Je ne vais pas détailler le parcours dans son ensemble, mais vous voyez que tout au long de ces 40 ans, très régulièrement, on a quand même changé de lieu de travail, soit pour acquérir des connaissances supplémentaires, soit parce qu'on a fait des choix de réorientation de sa carrière. Si on parle de cette période dont a parlé aussi le professeur Donzé, soigner, gérer, bâtir, dans les années 1971-72, en discutant avec mon père, qui était un scientifique, qui était venu à Genève pour construire le premier accélérateur du CERN, il m'a un jour donné cette image, et il m'a dit « Tu vas voir ce que ça va donner dans le futur ». Et ça a été emprunté aux astrophysiciens. C'est le premier scanner qui a été construit par un ingénieur anglais et qui donnait une vision à plusieurs dimensions au sein de l'organisme absolument fantastique. Il était d'un enthousiasme, et je crois que son enthousiasme, plus mes envies de faire la médecine, ont aidé dans ce choix. Une deuxième personne qui a marqué mon parcours, c'était mon chef de département de chirurgie où je me suis formé, qui, au moment de partir à la retraite, lors de son dernier colloque de radiologie, c'était un vendredi matin à 7h15, parce que les colloques en médecine commencent entre 7h et 7h15, a dit « Notre génération a vécu une croissance généralisée du système hospitalier, presque sans limite de moyens. Il a développé la greffe du foie, la greffe pancréatique, il a soutenu les greffes rénales en tant que chirurgien, plus toutes les nouvelles technologies. Mais, a-t-il ajouté, la génération des futurs cadres, donc celle que je suis devenu, doit poursuivre la croissance scientifique et l'amélioration de la qualité des soins, mais très certainement avec moins de moyens. » Et enfin, cette dernière phrase, et elle m'est restée, 1995, il faudra inventer de nouvelles organisations qui pourraient bien passer par la création obligatoire de réseaux hospitaliers complémentaires. Troisième élément très important pendant ces 40 ans, c'est la réforme des études de médecine qui a commencé à Genève, puis qui petit à petit s'est étalée dans l'ensemble de la Suisse. Est apparu à ce moment-là aussi les directives européennes avec le bachelor, le master, mais surtout il y a une logique qui devenait évidente pour les gens qui étaient mes professeurs et dont nous allions prendre le relais, c'est qu'il n'était plus possible de tout savoir. Pendant longtemps dans les études, on partait du point de vue qu'on savait tout. C'était plus possible. On ne pouvait pas tout savoir. Et la logique était comment est-ce qu'on apprend à nos étudiants à se regrouper pour essayer de continuer à devenir des apprenants pour toute leur vie, avec les nouvelles informations qui allaient venir. Et il y a là eu un débat, et je vais y revenir un peu tout à l'heure. Dans les 3 premières années de médecine, on fait un apprentissage par problème, j'y reviendrai. Et puis, par la suite, on apprend à résoudre des problèmes. Et même si on n'a pas forcément la connaissance, on sait où aller la chercher pour résoudre les différents problèmes.
Mais en faisant cet exposé, on ne peut pas oublier, nous, après les paroles de mon prédécesseur, qu'il y a deux éléments très importants qui ont marqué le début du siècle. Le premier élément a été cette partie avec la découverte de la double hélice de l'ADN, pour lequel trois chercheurs qui ont été Watson, Crick et puis Wilkins ont reçu les prix Nobel. Et c'est des gens qui, à un moment donné, ont réussi à décoder l'organisation de tout le système génétique humain et qui va aller jusqu'à ce qu'on voit actuellement, les analyses génétiques. Il y a un autre homme qui a marqué ce dont nous avons tous profité ici, c'est la découverte des antibiotiques. Si lui n'avait pas découvert les antibiotiques, un certain nombre de personnes parmi nous ne seraient pas présents, parce qu'on n'aurait pas pu faire face aux infections. Ces gens ont fait un travail magnifique. Dans cette même période du débat, comme l'a présenté le professeur Donzé, il y a eu toute une série de découvertes que je ne vais pas détailler, mais qui, au moment où moi je commence mes études, sont des sujets de discussion et d'enseignement et vont conditionner tout ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, qu'est-ce qui a changé en 40 ans? Et je vais prendre les 4 étapes. La première étape qui est ma vie d'étudiant, qui est celle d'apprendre. La vie d'un médecin assistant et ou chef de clinique qui est soigner. La vie d'un médecin-chef qui est soigner et gérer. Et puis, la dernière partie de ma carrière qui a été bâtir et notamment réfléchir au développement des différents réseaux. J'ai mis en dessous ces différents caducées, le bâton d'Asclépios, pour rappeler que la médecine s'inscrit quand même dans une tradition très très longue. Hein. Le Esculape, c'est quand même 5 siècles avant Jésus-Christ. Et moi, j'aime bien cette image-là, qui est le caducée des médecins français, où la partie supérieure, en fait, représente un miroir dans lequel le médecin peut se regarder pour être en accord avec lui-même par rapport aux soins qu'il fait aux malades. Donc on s'inscrit dans une réalité beaucoup plus large, beaucoup plus longue. Oui, on fait partie de cette génération, mais ça s'inscrit quand même dans une dimension historique très importante. Et je rappelle la fin du sermon d'Hippocrate, « Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence de la pureté ». Je pense que c'est une réflexion de temps en temps qu'on pourrait remettre sur le terrain de nos jours. L'enseignement, je ne vais pas détailler ce tableau, mais l'enseignement, jusque dans les années 60, était basé sur les réflexions d'un monsieur qui s'appelait Flexner. Flexner était un enseignant, psychologue, et qui avait constaté que l'enseignement de la médecine aux États-Unis, il y avait une multitude de facultés qui étaient basées sur aucune vraie connaissance scientifique, qui enseignaient des choses à tort et à travers. Et Flexner a commencé à mettre de l'ordre, d'abord au niveau américain. Il travaillait à Harvard University, puis après il est allé à Johns Hopkins, mais il est aussi venu en Europe, où il a influencé le développement des facultés. Le développement de ces facultés, pour nos professeurs et pour nous par la suite qui allons devenir des enseignants, ont entraîné aussi des changements. Et si vous prenez la colonne du milieu, qui est « Qu'est-ce que le bon professeur ?», vous constatez que dans les années 70, le bon professeur, c'était l'expert du contenu, que dans les années 80, il devient l'expert du processus d'apprentissage pour aider les étudiants en médecine à se former, puis le développement du modèle facilitateur, et enfin, dans la dernière partie, c'est une professionnalisation avec toutes les accréditations qui sont en train d'arriver. Les universités, actuellement, subissent régulièrement, tous les 5 ans, des accréditations pour garantir que leur enseignement correspond bien à la qualité de ce que l'on veut avoir. Et ce qui est en train de se mettre en place, c'est cet élément-là, c'est écrit en anglais, c'est une refonte complète de la logique des examens. Pendant longtemps, nos professeurs ont évalué en fonction de leur envie du moment, sur un sujet donné, où il fallait disserter. Actuellement, on est à la limite d'une réflexion entre qu'est-ce qu'un universitaire et qu'est-ce qu'une école professionnelle. Mais quand on est dans cet auditoire, le 1er novembre,
ou le 1er mai, et qu'il y a tous les nouveaux assistants qui sont presque aussi nombreux que vous êtes là, et vous leur demandez en quelle année de formation ils sont, c'est tous des gens qui sortent de l'université et qui débutent leur carrière de médecin. Et ça, c'est une réalité qui est dramatique, pas dramatique dans le sens drame, mais qui est dramatique pour les chefs de service au point de vue tension nerveuse. Ils doivent former ces jeunes qui départent, que ce soit à Neuchâtel, à Fribourg et en Valais. Et il s'est dit, parce que ce n'est pas qu'en Suisse, qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre d'activités que ces jeunes médecins font pour lesquelles on garantit leurs compétences dans le travail. Parfois, j'ose dire que quand nous, on a terminé les études de médecine, c'est un peu grossier, mais qu'on avait un permis de chasse pour tuer sur un certain nombre de sujets. Ce qui a changé dans la vie des assistants et des chefs de clinique. 3 périodes. La période des années 1950, où on a surtout vu une diminution de la mortalité. Alors, il y a ce que la médecine peut offrir, il y a aussi l'hygiène dans la société. Dans les années 2000, on a commencé à travailler sur la diminution de la morbidité. Et puis là, il y a une troisième révolution qui est en train de se préparer. C'est la gestion de la santé et des maladies chroniques, qui est un sujet de débat important. Et au milieu de tout ça, en 2012, et je reviendrai tout à l'heure, arrive le nouveau financement hospitalier et toute la perturbation qui va avec. Mais la vie d'un assistant et d'un chef de clinique est devenue extrêmement compliquée. Raison pour laquelle je me suis permis de mettre ici ce qu'il y a dans l'oreille interne qui permet de garder l'équilibre. Et quand vous voyez ce qui permet de garder l'équilibre, et que vous lisez à côté les numéros de référence, il y a un certain nombre d'éléments extrêmement complexes. Et cette complexité de l'oreille interne pour garder l'équilibre, l'assistant et le chef de clinique doivent l'appliquer à l'organisation de sa vie. Il doit choisir sa spécialité, et pour ça, il doit trouver une place. On n'a pas, comme en France, des concours d'entrée ou comme dans d'autres pays. Il doit donc organiser son parcours de formation et répondre aux exigences, parce qu'il y a des examens maintenant, ce qui n'existait pas quand moi j'ai commencé mes études de médecine. Ils doivent répondre aux attentes hospitalières, il faut mieux noter, il faut facturer, il faut faire toute une série de choses qu'à l'époque, nous, on ne faisait pas, ce n'était pas notre travail. Avoir une vision à 10 ans de ses objectifs professionnels, faire un choix entre rester à l'hôpital ou s'installer. Beaucoup de médecins, maintenant, aimeraient bien rester à l'hôpital parce que c'est quand même un environnement plus sécurisant. Puis, dernière chose qu'il ne faut pas oublier, quand on termine ses études de médecine à 25, 26 ou 27 ans, on est aussi dans la phase de sa vie où on commence à une vie de famille, avec tout ce qui va avec, toute l'organisation, et ce n'est pas toujours simple. Donc, dans la vie d'un médecin assistant et d'un chef de clinique qui est celui de soigner, à côté de soigner, il y a toute une série d'axiomes ou de réalités quand ils sont engagés. J'ai pris là celle du département de gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires de Genève, qui distingue très bien les besoins, les devoirs, et puis après les exigences auxquelles il faut répondre. Avec à côté un autre élément qui a fondamentalement changé, juste, mais je ne demande pas de pitié, mais il y a eu des périodes où j'ai passé 126 heures par semaine dans les hôpitaux. C'était normal. On n'attendait pas autre chose. Et on l'a fait. Nous nous sommes battus pour que la jeune génération ne vive pas ça de la même façon. Mais ça a amené, avec le changement de rythme de la société, un certain nombre d'autres réalités. Ce qui est apparu aussi, c'est l'informatique. Alors l'informatique aide beaucoup, mais l'informatique est aussi extrêmement exigeant. Et vous avez vu récemment des articles qui ont paru sur le temps que les médecins assistants passeraient à faire de l'informatique. Ben oui, c'est vrai que si vous travaillez que 50 heures par semaine, vous n'avez plus le temps de tout faire. Quand vous êtes 70 à 80 heures par semaine dans l'hôpital, vous avez le temps de tout faire. En fait, le temps n'a pas tellement augmenté, c'est surtout leur temps de travail qui a diminué, mais l'administration, nous en avions aussi à l'époque. Les hôpitaux sont déclarés parfois hors la loi par l'Association des médecins assistants et chefs de clinique. On en a parlé dans les journaux ici aussi à Neuchâtel dans les années 2015, ça fait pas mal de bruit. Et puis alors, nouvelle réalité,
les assistants et chefs de clinique se mettent aussi en grève. Raison par raison, ce n'est pas le débat, mais c'est des nouveautés qui sont apparues dans la société. Et puis, cette réalité, qui est la réalité du changement entre les hommes et les femmes qui font les études de médecine. Actuellement, 64% des étudiants en médecine à la faculté de médecine de Genève sont des femmes. Il y a de moins en moins d'hommes qui ont envie de faire de la médecine. Alors le pourquoi, le comment, on peut en parler, mais c'est une réalité. Et on voit dans un certain nombre de professions arriver des différences quand on voit les médecins, les chefs de clinique, les médecins cadres, et puis après les médecins chefs de service. La courbe où au départ il y a plus de femmes que d'hommes, quand il s'agit d'être médecin chef de service dû à l'organisation de la vie, et je ne rentre pas dans ce débat-là, il n'y a plus que des hommes qui sont présents. Il y a aussi des professions qui attirent plus les femmes que les hommes. Mais à côté de tout ça, il y a une autre réalité qui est dramatique. Et je dois dire que parfois j'ai été assez emprunté dans mon rôle de dirigeant, c'est l'apparition du burn-out. Et l'apparition du burn-out, moi qui ai été médecin-chef du service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève, c'est 66 000 patients par an. C'était presque 350 polytraumatisés qui venaient de l'ensemble de la région Genève, Haute-Savoie et Savoie. De nos jours, tout ça a beaucoup plus de peine à être digéré par la nouvelle génération. Le pourquoi, le comment, je ne vais pas en discuter maintenant, mais c'est une réalité et ça pose une vraie réalité dans la gestion des effectifs des services, parce que régulièrement, des gens sont absents pour diverses raisons, dont celui du burn-out. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des médecins-chefs? Alors, le médecin-chef, il soigne et il gère. Et en fait, le gros problème dans l'organisation actuelle qui se met en place dans les hôpitaux, est-ce que le médecin-chef est un capitaine qui dirige son vaisseau, ou est-ce que le médecin-chef fait partie d'une équipe comme Alain Guy pour mener la barque à la victoire? Et là, dans le parcours professionnel que nous avons en tant que médecin, il faut bien se rendre compte que quand on commence la médecine en tant qu'assistant, on est une centaine, puis après, c'est la moitié qui devient chef de clinique, et puis après, médecin cadre, c'est encore une moitié. Puis un jour, vous courez, et puis c'est vous, les gens courent derrière vous, et vous ne courez plus avec des gens. Donc c'est une compétition extrêmement serrée. Et cette difficulté pour beaucoup de médecins-chefs, à savoir s'ils sont les capitaines, oui, ils le sont dans leur spécialité, mais ils font partie d'une organisation où ils travaillent en team, est quelque chose qui doit être intégré maintenant dans la gestion des hôpitaux. Et puis on a assisté quand même à ça. Et c'est en train, heureusement, de changer. Et je le lis. C'est un directeur qui dit « La nouvelle organisation du centre hospitalier inclut cadre, sous-cadre, responsable de secteur, assistant de responsable. » Et quelqu'un dans la salle dit « Et les infirmières, médecins et patients dans tout cela ?» Réponse du directeur « Nos cadres assistés de nos sous-cadres étudieront votre question. » C'est caricatural, mais ça a été vrai à un moment donné. Et je le dis autrement, dans les années 90, quand les médecins-chefs jouaient au football, le directeur apportait la bière pendant la pause. 10 ans après, il convoquait le médecin-chef dans son bureau pour lui faire des remarques sur sa gestion. Donc là aussi, il y a eu, avec toute l'évolution des hôpitaux, un comportement qui a complètement changé. C'est caricatural, mais ça a quand même été ça à certains endroits. Et alors, le médecin-chef, il se trouve soudain devant une réalité que vous avez là. Il est à la tête d'une équipe, c'est un véritable cockpit, et il doit soudain gérer. Mais il n'a pas été formé pour gérer. Il a été fait pour faire de la bonne médecine, pour traiter ses patients de façon la plus professionnelle possible. Il a une fonction de direction, il a une fonction de gestion des ressources humaines, trouver des assistants, les malades, les absents. Il a une fonction technique, il a une fonction financière et comptable. Avec l'arrivée des DRG, de la LAMAL, de la TARMED, il faut facturer correctement, il faut se plonger dans cette réalité. Il doit comprendre ce que c'est qu'un bilan. Il a une fonction économique, il a une fonction d'information et de communication, et il a une fonction de contrôle. Pas contrôle médical, mais contrôle de bon fonctionnement. Tous ces éléments sont apparus depuis 15-20 ans dans le fonctionnement des médecins-chefs, qui est une réalité qu'auparavant était marginale par rapport à l'organisation.
Et ce tableau, je ne vais pas vous le détailler, mais dans un enseignement que j'ai organisé justement pour accompagner les médecins-chefs, ce tableau met la différence entre la nature de la profession médicale et la nature du leadership. Et les différences entre les deux. Et il faut accompagner les médecins-chefs qui doivent maintenant gérer, quand ils deviennent médecins-chefs, pour passer de l'un à l'autre. La fonction de directeur médical, soigner, gérer, bâtir. Et en fait, ce que ça vous demande, c'est d'avoir une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas ce que vous allez bâtir. Et il y a eu, dans les années 2009, un excellent article qui est sorti, qui dit en anglais « What is the difference between a hospital and a bottling factory ?» Quelle est la différence entre un hôpital et, je le résume, une industrie? Et la grande différence, elle est ici, et je l'ai mis en rouge. L'hôpital est souvent... On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on ne sait jamais si l'épidémie de grippe sera importante ou ne sera pas importante. On ne sait pas si à un moment donné une catastrophe va se faire dans un des tunnels ici en arrivant à Neuchâtel. On peut se retrouver avec un afflux de BC, on peut se retrouver avec des situations extrêmement particulières. Et puis surtout, la grande différence avec l'industrie où on essaye des fois de calquer notre activité, c'est que le patient il vient à l'hôpital quand il a envie de venir à l'hôpital. Dans une industrie, le patron décide ce qu'il veut le produire avec son équipe et il met tout en œuvre pour le produire. Donc là, il y a une dualité qui est extrêmement complexe et qui ne facilite pas toujours la compréhension entre les uns et les autres. Donc le directeur médical, il se doit d'avoir un certain nombre de règles auxquelles il ne va pas déroger. Ces règles, elles sont sous forme de ces petits tableaux ici. Le premier, c'est la continuité des soins. 2, c'est la qualité. Et 3, c'est l'équité. Ce que j'ai détaillé en dessous, les réseaux hospitaliers et l'hôpital se doivent d'assurer la continuité, la recherche de la qualité, l'optimisation des ressources et enfin la proximité spatiale pour des raisons objectives de sécurité et d'égalité devant les soins. Mais là, dans ce rôle-là, conflit garanti avec toute une partie de gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital en fonction des intérêts. Donc, la fonction de directeur médical, vous êtes toujours assis entre deux chaises, celle du médecin qui veut qu'on soigne le mieux et celui du responsable qui doit organiser le bon fonctionnement de l'hôpital. Et pour ça, vous êtes obligé d'avoir une stratégie. Quelle stratégie est-ce que vous gardez? La stratégie que moi, personnellement, que j'ai choisie, mais dont on a beaucoup discuté avec l'ensemble des directeurs médicaux de la Suisse romande, parce que là, on a une association au niveau de la Suisse romande, c'est de dire qu'il faut associer les professionnels au fonctionnement des pôles d'activité, il faut optimiser la collaboration entre médecins, soignants et administratifs, il faut développer des compétences pour favoriser l'autonomie des professionnels, et puis il faut valoriser les gens qui osent prendre des responsabilités. Le graphique que vous avez sur la droite, c'est un graphique qui s'appelle le processus des microsystèmes, où vous, en tant que directeur médical et avec la direction, vous savez où vous voulez aller et vous favorisez à tous les niveaux l'émergence de projets qui, à un moment donné, vont permettre à l'ensemble de l'institution de trouver son harmonie. Et arrive soudain 2012. Alors, comme l'a très bien montré le professeur Donzé, on est dans la logique de la construction des hôpitaux, on est dans la construction des réseaux. Tous les réseaux, vous avez vu les dates, sont jeunes, sont en train de mis en place. Et soudain, ce qui change, c'est qu'avant, vous aviez une durée de séjour et une facturation. Puis à droite, soudain, vous avez tout un processus où vous devez, tranche par tranche, analyser ce qui a été fait pour savoir comment ça va être facturé. Et donc, ce qui a été nécessaire à ce moment-là, et là, on a mis du temps dans pas mal d'hôpitaux, il a fallu repenser l'accès aux soins, il a fallu repenser complètement l'efficience du chemin clinique et de la prise en charge médicale, de la gestion de l'entreprise hôpital, et puis est arrivée cette réalité de la couverture financière voulue sur le plan politique. Ça se traduit, comme l'a dit le professeur Donzé, par, au niveau fédéral, la CDS, qui est la conférence des directeurs sanitaires, qu'ils soient de droite, de gauche, c'est pas ça le problème. Ils se sont mis d'accord que petit à petit, il faut standardiser, harmoniser dans l'ensemble de la Suisse la prise en charge de toute une série d'activités.
dans l'organisation, dans le financement, dans le relevé de notamment le processus récollet pour savoir ce que ça coûte. Et à côté de ça, dans le même temps, est développé ce qu'on appelle la MHS qui est la médecine hautement spécialisée. Et la réalité de la médecine hautement spécialisée, c'est que des cantons comme le Jura, comme Neuchâtel, comme Fribourg et comme le Valais ont perdu la chirurgie de l'œsophage, la chirurgie du foie, la chirurgie du pancréas. Alors vous me direz, en tant que tel, oui, ça peut se faire. Mais cette chirurgie extrêmement difficile était aussi une manière d'avoir les nouvelles technologies qui arrivaient à l'intérieur de l'hôpital. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne vais pas débattre du sujet maintenant, mais il semble évident qu'entre une personne qui opère 5, je dirais, pancréas par année, et celui qui en opère 40, le résultat de celui qui en opère 40 sont souvent mieux que celui qui en opère 5. Et c'est actuellement ce qui est démontré, c'est qu'un geste fait régulièrement répété, bien ordonné et tout, garantit un meilleur résultat aux patients, ce que vous, patients, demandez dans la prise en charge de la part des médecins. Et sur le canton de Neuchâtel, ça c'est une présentation que j'avais faite devant la commission consultative de la santé de la ville de La Chaux-de-Fonds parce que j'en faisais partie, c'est de bien montrer que le canton est soumis à des impératifs pour accorder des activités. Ce tableau avait été fait par la direction de la santé avec, pour les institutions, respect des critères impératifs à des conditions générales. Dans le domaine des prestations, des masses critiques suffisantes. Si vous n'avez pas tant de patients, vous ne pouvez plus faire l'activité. Ou si vous avez rempli votre catalogue, est-ce qu'après, ils vont dans un autre canton ou est-ce qu'ils restent? Et puis surtout des exigences en rapport avec la formation, la qualité de la formation, la disponibilité des gens dans les services d'urgence, dans les soins intensifs. Il n'est plus admissible aujourd'hui que vous ayez un service d'urgence avec un médecin-chef qui dort à la maison et qu'on appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. De nos jours, c'est plus admis, ce genre de choses, c'est des réalités. Mais si vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir 3 à 4 services d'urgence de bon niveau dans un même canton. Donc le directeur médical, dans le cadre de cette réforme des études de médecine, de cette apparition de 2012 et du nouveau financement, se pose la question, soigner, oui, gérer, oui, bâtir, mais bâtir quoi pour le futur? Et puis là, il faut avoir quelques règles précises personnelles, il faut garder l'équité, il faut garder une liberté d'action, et puis il faut l'efficience. Et comme la réforme des études de médecine nous l'a appris dans la dynamique des groupes restreints, il faut travailler en équipe, il faut réfléchir ensemble pour trouver des nouvelles solutions. Et une des nouvelles solutions qui est actuellement discutée un peu partout, c'est de dire qu'il faut avoir un certain noyau dans un hôpital qui est composé des urgences, de la radiologie, de l'anesthésie, des soins intensifs et des blocs opératoires qui doivent être un noyau de gens extrêmement solides, extrêmement compétents, qui 24 heures sur 24 peuvent fournir les meilleurs résultats possibles. Et à ce moment-là, vous pouvez construire autour, en fonction de vos capacités dans le canton, dans les cantons, un hôpital avec une activité. Mais ce n'est pas tout. Après avoir dit tout ça, on peut s'attarder sur des structures et tout ce qui va avec, mais il y a ça qui est en train d'arriver. La santé à l'heure de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, ça va complètement changer la manière dont on vit la santé. Vous avez ce qu'on appelle le deep learning. Vous avez maintenant des appareils qui analysent plus vite que nous toute l'information qu'on leur donne et qui vous disent ce qu'il faut faire. Comment ça va être intégré dans la santé de demain? Il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus et puis des questions que vont se poser les médecins. Jusqu'où une machine sera-t-elle capable d'analyser, de diagnostiquer et d'apprendre continuellement? On savait la machine qui a gagné au jeu d'échecs, mais maintenant il y a eu quand même une petite révolution, ça fait 2-3 ans en arrière. Le meilleur joueur de jeu de Go japonais s'est fait battre par un ordinateur qui a appris. Et ça donne quand même une dimension complètement nouvelle. Quelle forme prendront la collaboration entre le partenariat entre l'homme et la machine? Pourra-t-elle remplacer le professionnel? Quelle délégation des compétences? Quelle division du travail? Quelle activité ou spécialité? Ça, c'est la réalité. Si ça, on ne l'intègre pas, les hôpitaux risquent de disparaître. Donc il faut se réveiller maintenant pour pouvoir
réagir correctement. Pour terminer, cette image à gauche, c'est un bloc opératoire comme je l'ai connu quand, en 1975, j'ai mis pour la première fois les pieds dans un bloc opératoire pour aller regarder comme jeune étudiant en médecine. Le bloc opératoire d'aujourd'hui, c'est ça, et le chirurgien, il peut être à New York. Avec les appareils qui sont là, il peut, par l'électronique, il peut être à New York. Ça s'est d'ailleurs fait. Enfin, le dernier point où on voit ici l'ADN, ça c'est comme être transformé en quelque chose où il y a la génomique, la protéomique, il y a toute cette nouvelle science de bioinformatique qui est en train d'arriver et qui va certainement prendre une place très importante dans les 10 prochaines années. Je vous remercie.